Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Alors qu'avez-vous vu à Hinkley Point? Une centrale nucléaire qui pousse et qui pousse bien ou qui est en retard? Une centrale nucléaire qui pousse, qui est construite avec l'appui de l'ingénierie française et de toute la supply chain, tout l'ensemble de la sous-traitance française et notamment la cuve qui est une pièce unique construite par Framatome. C'est le signal que la filière nucléaire n'est pas en train de se relancer, elle est relancée. Les Britanniques d'ailleurs veulent en construire d'autres déjà. 2 réacteurs à Hinkley Point, plus 2 réacteurs à Sizewell. Donc c'est 4 réacteurs pour le programme britannique. Ça succède au réacteur qui vient de démarrer à pleine puissance en Finlande. Et évidemment, ça fait le lien avec les 6 réacteurs que le président de la République a annoncé l'année dernière et sur lesquels nous travaillons. Mais tous ces chantiers avec du retard et des surcoûts. Moi, il me reste une 30aine d'années d'espérance de vie. Si tout va bien, est-ce que je verrai l'ouverture de Flamanville? Tout à fait. Non seulement vous verrez l'ouverture de Flamanville, mais vous verrez l'ouverture de beaucoup d'autres réacteurs. Nous ne sommes pas les seuls en Europe à avoir ces projets. Et j'ai mis en place une alliance des pays européens qui souhaitent investir dans le nucléaire. Et aujourd'hui, 7 pays européens sont à la manœuvre pour développer de nouvelles capacités nucléaires. Alors, pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps parce que pendant 20 ans, pendant 30 ans, on n'a pas construit de réacteurs. Donc, il faut réarmer la machine industrielle, réarmer l'ingénierie. Mais on le voit sur Hinkley Point, rien qu'entre le premier et le deuxième réacteur, on gagne 30% de temps et 30% de coût. C'est l'effet d'industrialisation, de répétition des gestes, de réappropriation de l'excellence industrielle. Et c'est ça qui va faire la différence et le succès de ces projets. Pourtant, le scepticisme demeure. Le nucléaire français n'a pas brillé pour tenir ses délais et ses coûts. C'est le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui le disait hier dans Le Parisien. Il est sceptique sur notre capacité à faire tout cela dans les temps impartis. Fatih Birol, il dit pas exactement ça. Il dit qu'il faut développer beaucoup plus de renouvelables et s'appuyer sur le nucléaire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, nos objectifs climatiques. Et sur le nucléaire, effectivement, il dit attention, pour l'hiver prochain, il ne faut pas compter sur le fait que tout va se passer aussi facile, comme les hivers. Faut pas croire qu'on est ressorti des difficultés. Il faut rester vigilant. On aura un hiver vigilant ou difficile l'année prochaine. Vigilant. Moi, je dirais vigilant. On a montré l'hiver dernier qu'on était capable de reconnecter l'ensemble de nos réacteurs nucléaires et je veux remercier les salariés d'EDF qui ont fait un travail absolument remarquable parce que nous sommes dans un cycle de maintenance qui était prévisible. Ça fait 40 ans que nos centrales ont été construites. Elles rentrent dans ce cycle où on fait une grande visite du sol au plafond des réacteurs nucléaires et ça prend 6 mois, 9 mois par réacteur. Donc ça, il va falloir le passer. Plus nous avons détecté des corrosions sur certaines parties. Ça se répare. C'est pas insurmontable, mais ça prend du temps. C'est ça qui pèse sur notre productible nucléaire. Et de l'autre côté, nous avons mis en place un plan sobriété qui nous a permis de passer l'hiver dernier. Et ce plan sobriété, je le réactive pour l'hiver prochain. Et puis, je le réactive de manière plus profonde, puisque baisser notre consommation d'énergie, c'est baisser nos émissions de CO2, c'est aussi un des leviers indispensables si on veut atteindre la neutralité climatique, faire en sorte de ne pas gaspiller l'énergie là où on peut. Ségolène Royal vous reproche dans son dernier livre d'avoir fonctionné par la peur, d'avoir dit il y a des délestages qui vont arriver, d'avoir même fait des circulaires où il s'agissait de faire peur aux gens pour qu'ils calment leur consommation. C'est vrai ? Écoutez, moi je préfère écouter les vrais experts. RTE a fait un bilan de la saison d'hiver et dit très précisément, nous avons évité 12 épisodes éco-watt rouge, c'est-à-dire avec des risques de délestage très élevés, et 8 épisodes éco-watt orange, de tension forte sur notre système, parce que collectivement, les entreprises, les administrations, les Français ont fait des économies d'énergie. Donc ça a fonctionné, je veux vraiment remercier les Français de ça, et on va refaire ça l'hiver prochain. C'est bon pour leur portefeuille, ça fait moins de consommation. Éteindre un appareil en veille, ça ne coûte rien. Légèrement baisser le chauffage, on dort mieux, et derrière cela, des économies d'énergie, des économies pour leur portefeuille, et c'est mieux pour la planète. Et cet été, est-ce qu'on pourra faire tourner les climatiseurs à plein, ou est-ce qu'il y aura un risque aussi de rupture ? Alors, dans le plan sobriété, on va aussi questionner le sujet de l'été. En réalité, en France, les climatisations, elles sont pour les 3/4
dans les espaces de travail. Elles sont beaucoup moins chez les gens. Néanmoins, la consigne, elle est connue. Elle est d'ailleurs dans la loi depuis des années. C'est de démarrer sa climatisation à 26 degrés. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a des économies à faire, des économies d'énergie, mais également, c'est bon pour le climat. Encore une fois, à chaque fois que l'on tire sur notre système énergétique, on émet du carbone dans l'atmosphère et on réchauffe l'atmosphère. Donc, ce combat-là, il est important et c'est le combat du siècle. Nous aurons une loi de programmation énergie-climat. Que mettrez-vous dedans comme mix énergétique ? C'est tout nucléaire maintenant ou on va continuer à avancer sur plusieurs jambes ? C'est au contraire, on avance sur 3 jambes, baisser notre consommation d'énergie, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, tous les enjeux de la rénovation thermique, par exemple, qui sont massifs. Deuxième pilier, c'est le développement massif des énergies renouvelables. Je rappelle que j'ai porté et fait voter une loi sur l'accélération des énergies renouvelables et qu'en 2022, on n'a jamais déployé autant d'énergie renouvelable, 5 gigawatts. Et puis, troisième pied, la relance du nucléaire. Le nucléaire, ça prend le relais en matière de mix électrique à partir de 2035. Donc, il faut, entre maintenant et 2035, être capable de développer de nouvelles énergies renouvelables, de nouvelles capacités d'énergie renouvelable et de faire cet effort de baisse, de maîtrise énergétique. Quand sera-t-elle votée, cette grande loi de programmation, c'est-à-dire à long terme ? La première ministre qui a annoncé sa feuille de route des 100 jours avec des mesures très concrètes a indiqué que cette loi elle avait vocation à arriver au cours de l'automne et donc à partir de là, le dialogue avec les assemblées parlementaires se mettra en place. Vous demanderez un 49.3 pour faire passer cette loi ? Écoutez, je le redis, moi j'ai passé 3 lois au Parlement, 3 lois sans 49.3, parce que nous avons construit une majorité de projets, une loi sur des mesures d'urgence, notamment autour du pouvoir d'achat, mais également de l'énergie, une deuxième loi sur les énergies renouvelables, une troisième loi sur le nucléaire. Je crois que ces majorités peuvent être trouvées et je sais qu'avec la Première ministre, nous y arriverons. Les députés vous ont retiré un de vos projets, la fusion des instances de sûreté nucléaire, pour faire simple. Vous renoncez ou vous reviendrez à la charge sur cette fusion ? Alors, bien au contraire, l'OPEX, qui est l'office public qui va examiner les choix scientifiques et techniques de l'Assemblée nationale, vient d'être saisi par le Sénat pour passer en revue les conditions d'une telle réforme. Et donc, je vais me soumettre au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette autorité est composée de députés et de sénateurs pour répondre à leurs questions et leur permettre de prendre position sur cette réforme. On reproche à la France de participer avec les Russes à du développement nucléaire en Hongrie. On continue, on arrête ? Alors, on va le dire très simplement, aujourd'hui en Europe, nous n'avons pas de sanctions sur le gaz et sur le nucléaire. Le seul énergie qui fait l'objet de sanctions, c'est le pétrole. Le gaz, c'est 47 milliards d'euros l'année dernière d'exportation en direction de la Russie. De la Russie vers nous. De la Russie vers nous, vous avez tout à fait raison, d'importation. Le nucléaire, c'est 1 milliard d'euros. Donc, tout ce qui n'est pas sous sanction peut continuer à être fait, à minima, sans favoriser les intérêts russes, mais bien au contraire en essayant de développer une indépendance de ces pays de l'Est qui ont construit leur nucléaire au moment où la Russie était encore l'URSS. Et aujourd'hui, c'est un des objectifs de l'Alliance du nucléaire que j'ai mis en place en Europe, c'est d'aider les pays de l'Est à sortir de leur dépendance de la Russie. Mais ça va pas se faire en une semaine, ça va se faire en plusieurs années et on va les accompagner en ce sens. La France a donc relancé son histoire du nucléaire au moment où l'Allemagne arrête définitivement la sienne. Est-ce qu'on va pouvoir garder le couple franco-allemand pendant des décennies avec une telle divergence ? Moi, je crois que c'est une divergence qui, en réalité, est plutôt en train de d'évoluer. Je le disais à l'instant, 14 pays européens qui investissent dans le nucléaire. Ce n'est pas un sujet franco-allemand. C'est, au fond, au niveau de l'Europe, plus de la moitié des pays qui comptent sur le nucléaire pour atteindre leur mix décarboné. Et chaque pays a le choix de son mix énergétique. Je le respecte. Je n'aimerais pas qu'on impose à la France un certain choix énergétique. Et je trouve légitime que l'Allemagne et son peuple, en démocratie, fassent son choix de mix énergétique. Et quels sont ces ambassadeurs du nucléaire que vous voulez promouvoir dans les semaines ou les mois qui viennent ? Alors, nous voulons lancer un grand concours d'attractivité sur les métiers du nucléaire. Ce sont des métiers qui sont souvent assez mal connus. On connaît mal la diversité de ces métiers, on connaît mal à
à quelle fin il contribue, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. On connaît mal aussi les conditions de travail et les conditions de rémunération, conditions de rémunération qui sont plutôt très favorables par rapport à la moyenne des salaires en France. Et nous allons demander aux entreprises et aux administrations qui le souhaitent d'aller faire des présentations dans les lycées, dans les collèges pour parler de ces métiers et finalement amener la nouvelle génération vers ces métiers parce que nous allons avoir besoin de recruter 100 000 compétences dans le nucléaire dans les 10 ans qui viennent. C'est absolument énorme. C'est un projet incroyable pour la France, très porteur de richesse pour tout le monde, d'emplois. Et c'est pour ça que nous voulons réactiver cette histoire du nucléaire et faire en sorte que tout le monde la connaisse et soit au courant. Pour toute cette ambition nucléaire, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ça coûte une fortune, tout ça. Alors, là aussi, c'est un investissement. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est ce qui va nous permettre de bénéficier d'une électricité compétitive et bas carbone. Donc, lorsque vous investissez, eh bien, vous avez des retombées économiques positives. Et c'est comme ça qu'on finance le nucléaire. Aujourd'hui, avoir une électricité qui soit inférieure à 100 € du mégawatt, eh bien, je peux vous dire que beaucoup d'entreprises signent pour avoir des contrats à ce niveau-là. Et le nucléaire va notamment nous le permettre en nous permettant d'avoir une électricité abondante, qui n'émet pas de CO2 et surtout qui est disponible à tout moment et qui est un complément indispensable des énergies renouvelables. On trouvera qui sont l'argent, aussi donc. On trouvera. compétitives, mais qui ne sont pas toujours disponibles comme on le souhaite. Le solaire, ça ne fonctionne pas la nuit, et l'éolien, c'est quand il y a du vent. Vous n'aviez pas de casserolière à Hinkley Point. Beaucoup de vos collègues, eux, croisent des casserolades quand ils vont sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'appartenir à un gouvernement qui devra se relancer d'une manière ou d'une autre, un gouvernement qui est plutôt au bout de la route? Moi, je pense surtout faire partie d'un gouvernement qui est en action. Encore une fois, la première ministre a indiqué sa feuille de route après que le président ait donné son cap. Cette feuille de route, elle est très concrète. Elle répond aux questions que les Français ont sur le terrain. Moi, je les vois sur le terrain, y compris, je dirais, avec ma casquette militante. L'école, les déserts médicaux, ça, ce sont des questions auxquelles il faut apporter des réponses rapides, et nous allons le faire. On le fait aussi sur la transition écologique, au-delà de la transition énergétique. Christophe Béchu était sur le terrain sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau. C'est un sujet qui concerne beaucoup de Français. Donc là encore, nous sommes dans l'action et nous sommes dans la réponse aux Français. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont traversé tout le premier quinquennat et commencé le deuxième en gravissant les échelons. Vous en êtes. Agnès Pannier-Runacher à Matignon, c'est quelque chose que vous entendez de temps en temps? Non, jamais. Et vous y pensez? Vous savez, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de creuser le sillon que j'ai entamé. Aujourd'hui, nous avons, en matière énergétique et industrielle, relancer la machine française. Pour la première fois, depuis 6 ans, nous recréons de l'emploi industriel et l'énergie va appuyer ses possibilités dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables. Et ce combat-là, en France et en Europe, c'est celui qui me motive. Agnès Pannier-Runacher, merci, bonne journée. Eh bien, merci. On retiendra la baisse de la consommation d'énergie, développement massif des énergies renouvelables et relance du nucléaire. Merci Christophe. On vous retrouve lundi, Christophe, avec Ségolène Royal pour son dernier livre, Refuser la cruauté du monde, paru aux éditions du Rocher. Au revoir. Radio.